J'ai un objectif qui est de devenir champion du monde. Et pour ça, voilà, il faut aller chercher les ceintures, il faut boxer. Je suis né à Dakar, je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. Mon père était conseiller en banque, à la Banque de l'Habitat du Sénégal. Du coup, il a été affecté en France. Et puis derrière, avec ma famille, on a fait le déménagement en France. D'accord. Et c'est en France que tu découvres la boxe? En fait, j'ai découvert la boxe vraiment très tardivement parce que j'ai commencé à l'âge de 14 ans, donc très tard. Je voulais faire un sport avec un groupe d'amis et il s'avère qu'il y en a un d'entre nous qui en faisait déjà. Et pour changer un peu du foot, voilà, parce que étant jeune, on nous proposait beaucoup le foot et autres. Donc je me suis dit, bon, je vais m'essayer à quelque chose d'autre. Et j'ai tout de suite accroché. Parce qu'on a eu un bon éducateur, quelqu'un qui nous savait, au-delà de la boxe, qui savait nous inculquer pas mal de valeurs. Et depuis, j'ai tout de suite accroché et je me suis entraîné très dur. Parce que c'est un sport, certes, entre guillemets, collectif lorsqu'on s'entraîne tous ensemble, mais sur le ring, on est tout seul. Donc je me rappelle, moi, le soir, j'allais courir tard le soir, faire des footings, je m'entraînais dans ma cave, je faisais de la corde dans ma cave, parce que lorsque je fais quelque chose, je le fais à fond. Et voilà, avec le travail, ça a payé, parce qu'une année et demie après, je suis devenu champion de France cadet. Et puis derrière, j'ai intégré l'équipe de France et c'est allé super vite. C'est assez rare une évolution aussi rapide à partir du moment où toi, tu as un an et demi de boxe derrière toi et tu es déjà champion de France. Exactement, un an et demi de boxe. Exactement, un an et demi. Jeff, exactement, ouais. Un an et demi de boxe et c'est allé super vite. Mais c'est parce que c'est aussi beaucoup de travail. C'est aussi beaucoup de travail et encore une fois, lorsqu'on est bien entouré, étant jeune, lorsqu'on a un bon encadrement, ça peut aller très vite. Et puis, encore, je le dis encore une fois, c'est qu'au-delà d'être des sportifs, des boxeurs, ils voulaient qu'on soit des hommes. Donc ils nous inculquaient pas mal de valeurs, notamment le respect de soi, le respect de notre adversaire, le respect de notre entourage, de l'arbitrage et autres. Et tout ça, ça te, ça te fait grandir, ça te construit et c'est ce qui a permis d'être celui que je suis aujourd'hui. Oui. Et tu es où à ce moment-là? Tu es à Paris? Tu es en banlieue? À Paris, À à Paris. Paris. Oui, oui, à Paris. J'ai commencé dans le 9e arrondissement, au gymnase Buffo, donc à Paris. C'était une très belle salle avec une très bonne ambiance. Je suis toujours très en contact avec les coachs là-bas et puis voilà, c'est la famille quoi. Et justement, par de famille, comment papa, maman, quand tu leur dis que tu as envie de faire un peu de sport et tu fais de la boxe et puis ça commence à vous prendre, comment ils réagissent? En fait, quand je leur ai dit la boxe, ils n'avaient pas tout de suite tilté. Et lorsque j'ai ramené mon premier titre de champion de France, on dit ah ouais, là ça commence à être sérieux. Et derrière, j'ai commencé à être beaucoup convoqué en équipe de France, de plus en plus, c'était assez régulier. Et moi, mon père, il était très à cheval sur les études. Donc voilà, il ne voulait pas que je mette de côté les études. Il a dit ok, là, tu peux continuer à la boxe, j'ai pas de problème là-dessus. Mais par contre, je veux que tes notes restent stables, je veux pas que ça descende, je veux que tu continues à super bien bosser à l'école. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'équipe de France, on avait un encadrement où on faisait venir un prof avec nous lorsqu'on allait à l'étranger. Donc voilà, je suivais toujours mes cours. J'avais même parfois 2 l'avance lorsque je revenais en cours. Et puis c'est là où j'ai réussi à concilier les deux. Et durant toute ma carrière, lorsque j'étais trop dans les études, ça allait pas trop au niveau sport. Lorsque j'étais trop dans le sport, ça allait pas trop au niveau des études. Et lorsque j'ai réussi à trouver cet équilibre vraiment entre les deux, c'est là où ça a super bien marché au niveau des deux, quoi. Oui. Et au niveau des études, qu'est-ce que tu as suivi? Tu es diplômé Ouais, en fait, j'ai eu un bac ES à l'INSEP. Ensuite, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Je me suis inscrit sur une licence gestion management du sport et je suis en train de finir un master 2 en droit du sport à la Sorbonne. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Wow. Et donc, tu arrives Alors, toujours aujourd'hui à concilier les deux? toujours à concilier les deux, mais j'ai pris un peu de recul parce que là, la carrière, elle prend un peu plus. Le tournant est un peu plus sérieux. Ça commence à être de plus en plus sérieux, je commence à de plus en plus monter. Et au niveau du Master 2, j'ai juste des UC à finir. Le mémoire, il est quasiment fait, etc. C'est juste que lorsque j'aurai bien fini, je me reconcentrerai dessus. Pour moi, c'est mon second titre de champion du monde. J'en veux un niveau sportif et je veux mon diplôme aussi. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que aussi tu partages ta vie entre les États-Unis et la France? Exactement. Je partage ma vie entre les États-Unis et la France parce que j'ai ma famille aussi en France. Je suis quelqu'un de très famille, je passe beaucoup de temps avec eux. Et puis j'ai pas mal d'activités aussi en France. Donc je fais du back and forth, je fais des allers-retours.
Et donc, alors un premier tournant, outre le titre de champion de France, il y en aura d'autres. En 2013, tu es nommé capitaine de la Team Solide. Exact. Et 3 ans plus tard, tu auras ta médaille de bronze aux Jeux. Que retiens-tu de cette aventure à l'intérieur de l'équipe de France, puis olympique après tout? Vous savez, les aventures en équipe de France, c'est c'est incroyable. C'est incroyable parce que en étant en équipe de France, on voyage énormément. Énormément. Ça nous fait découvrir d'autres vies, d'autres façons de penser, d'autres modes de vie, pardon, d'autres façons de penser, d'autres cultures. Ça t'ouvre l'esprit. Et pour moi, on apprend encore plus en voyageant qu'à l'école. Donc ça te crée une ouverture d'esprit qui est incroyable. Donc rien que le fait d'être en équipe de France, ça te fait grandir, ça te fait découvrir énormément de choses. Puis derrière, voilà, on fait le tour du monde, on passe énormément de temps avec nos collègues de l'équipe de France, mais aussi avec les coachs. Et puis derrière, ça devient une famille. Ça devient une famille, on évolue ensemble, on a des hauts et des bas ensemble, on s'encourage tous ensemble. Et j'ai eu aussi un rôle de leader parce que voilà, lorsqu'on courait, j'étais là, allez les gars, on lâche pas. Voilà, j'essayais toujours d'être positif, de tirer cette team vers le haut. Et ça s'est fait automatiquement, enfin naturellement, quoi. Ce, voilà, ce capitaine de l'équipe de France. Et donc à Rio, tu échoues en demi-finale, mais tu obtiens quand même le bronze. Ça a suffi à atténuer un peu la déception? Ça reste une médaille olympique, donc quelque chose de très important, ou il y a un goût d'inachevé? Bah, vous savez, en boxe, se qualifier pour les Jeux, déjà, c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué parce qu'il y a très peu de place et il y a énormément de boxeurs. Donc, c'est très compliqué. Moi, j'ai raté le premier tournoi de qualif qui était au championnat du monde. J'étais blessé. Deuxième tournoi de qualif, le tournoi de qualification européen, je me fais encore une déchirure au niveau du grand pectoral à une semaine. Pam, donc il me restait une seule chance et c'est le tournoi mondial. C'est celui que les gens appellent le tournoi le plus dur parce que tout le monde a soif, tout le monde a envie d'aller aux Jeux Olympiques. Les mecs, ils ont les dents longues et c'est l'un des tournois les plus durs. Et sachant que le quota de place, il est encore beaucoup plus réduit. Il restait que 2 places, il me semble, dans ma catégorie, 2 ou 3 places. Donc c'était très dur et je suis allé au tournoi de qualification mondiale. J'ai gagné tous mes combats, j'ai gagné le tournoi, je me suis qualifié pour les Jeux. Et à partir du moment où j'ai gagné ce tournoi-là, je savais que j'allais faire une médaille. Je l'ai dit, j'ai dit, écoutez, là, je fais une médaille. Et 2 mois après au Jeux, j'ai fait une médaille. J'étais un peu déçu, mais aussi content. Déçu dans le sens où mon combat s'est arrêté parce qu'il y a une ouverture au niveau de la tête, il y a une blessure. Donc mon adversaire s'est blessé, s'est ouvert là, au niveau de la tête. Ils ont arrêté le combat. Le combat a été très serré et ils lui ont donné la victoire. C'était un peu frustrant, mais j'étais quand même très content d'avoir remporté cette médaille. C'est beaucoup de travail. On pense que les gens, on les prépare sur 4 ans, mais c'est beaucoup plus que ça, parce que lorsqu'on rentre dans le circuit olympique, on pense jeu, on dort jeu, on vit jeu, on pense qu'aux Jeux olympiques. Et c'est là où on se dit, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et à la fin, le fruit de ce travail-là, c'est une médaille olympique. Pour moi, elle vaut de l'or. Elle vaut vraiment de l'or. Et je ressens même qu'autour de moi, les gens la limite pense que c'est une médaille d'or parce que voilà, c'est un gros changement après les Jeux Olympiques. J'ai été invité partout, je fais beaucoup de plateaux télé, voilà, en notoriété, j'ai beaucoup pris. Et puis j'ai su rassembler pas mal de monde. Moi, il y a énormément de monde qui viennent à mes combats. En France, lorsque je boxais en France, c'était rempli, les salles étaient pleines, toutes les salles criaient mon nom. Ça fait plaisir à moi, mais aussi à ma famille, qu'on scande ton nom, que le public scande ton nom. J'ai une fanbase qui fait que d'augmenter. Et puis au-delà de ça, c'est que c'est pas que des gens dans la boxe, c'est vraiment des gens du milieu voilà, de partout. C'est des gens de partout. Et c'est là où, pour moi, c'est une grosse victoire d'avoir des gens de partout qui viennent te soutenir, des jeunes, mais aussi des vieux qui disent que voilà, ça faisait 30 ans qu'ils ne s'étaient pas retournés dans une salle de boxe, ils sont revenus parce que voilà, ça fait super plaisir. Et donc c'est à ce moment-là que tu comprends que tu as quand même un destin qui t'attend au niveau professionnel, ou tu t'en doutais un peu avant, tu l'espérais? Bah, après les Jeux, pour tout vous dire, j'ai eu énormément de demandes, énormément de propositions par rapport aux prestations que j'avais faites au niveau des Jeux Olympiques, par rapport aussi au discours que j'avais pu tenir aux Jeux Olympiques. Et j'ai eu énormément de propositions. Et c'est pour ça que je me suis dit, Souleymane, oula, attention, prends du recul. Parce que là, on n'est plus dans un cadre où tu es en équipe de France, on est dans la boxe professionnelle, on est dans le sport business. C'est un peu plus risqué, c'est un peu plus dangereux. La première des choses que tu dois faire, c'est bien t'entourer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de bien m'entourer, d'avoir une équipe solide autour de moi. Et puis derrière, j'ai avancé comme ça. Je me suis inscrit aussi au niveau du Master 2 en droit du sport pour connaître tout ce qui est droit, les contrats, etc. pour ne pas me faire avoir. Parce que c'est un milieu qui est quand même très, très, très dangereux.
tu vas vite combat, tu vas faire une dizaine de combats en gros, et tu vas tous les gagner. Et là, il y a la pandémie. Et là, c'est un frein pour tout sportif hein, dans le monde, pas que pour toi ni les autres boxeurs. Donc ça t'a empêché de boxer pendant quoi 18 mois à peu près. Exactement. Tu es revenu en mars face à Echeverria. Comment tu as vécu cette période d'incertitude? C'était pas évident pour moi parce que au-delà de cette période, c'est que j'ai eu 5 annulations de combat. Et ce qui veut dire annulation de combat, veut dire quand t'entraînement, tu pars loin de ta famille, tu fais énormément de sacrifices, tu viens aux États-Unis, tu t'entraînes très dur et à une semaine du combat, pam, annulé, une autre semaine reporté. Et ça, c'est très dur. C'est très dur parce que on ne le voit pas, mais c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup, beaucoup de travail. On sue à l'entraînement, on en pleure, c'est dur, c'est vraiment très dur. Après, bien sûr, il y a toujours le plaisir, hein, sinon on ne serait pas là. Moi, ça reste un plaisir, mais ça reste un sport qui est vraiment très dur. Comme on le dit, on peut jouer à pas mal de choses, on peut jouer au foot, on peut jouer au basket, tout en respectant vraiment tous ces sportifs parce que c'est très dur. Mais on ne peut pas jouer à la boxe. C'est un sport qui est vraiment très, très, très dur et qui demande beaucoup d'investissement. Et lorsque tu as des annulations comme ça, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas facile, c'est très dur. Après, encore une fois, moi, j'ai la chance d'être, entre guillemets, parmi les boxeurs bien lotis. J'ai des sponsors, voilà, je fais partie de ceux qui gagnent quand même assez bien leur vie en France en tant que boxeur. Mais c'est pas facile pour tous les autres boxeurs. Et c'est pour ça que, voilà, on a essayé de mettre pas mal de choses en place en France pour pouvoir aider les boxeurs qui galèrent aussi pas mal. Ah oui, donc tu es totalement dans la solidarité vis-à-vis de tes confrères en fait. Bien sûr, c'est super important. Comment tu les aides C'est super important. Ben, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Moi, pour ma part, j'ai monté une application qui est en train de finir. Et lorsque je viens ici en camp d'entraînement, je paye mes sparring partenaires. Ça me coûte très cher. Et pourquoi ne pas le faire en France? Aujourd'hui, en France, il y a des boxeurs qui sont volontaires, qui te font très bien travailler. Ils viennent, ils se donnent pour toi, ils s'entraînent très dur, ils prennent des coups, etc. Donc, via cette application, ça permet aussi de professionnaliser les boxeurs et ça permet aussi d'avoir une petite rémunération voilà, qui va aussi les aider. C'est un petit truc, mais au moins ça permet de les aider. Après, il y a énormément de choses qui sont mises en place. Il y a le syndicat de la boxe professionnelle aussi. Pareil, pour aider les boxeurs, il y a pas mal de cours aussi à distance qui sont mis en place pour que voilà, les boxeurs puissent donner des cours via voilà, toutes les plateformes Zoom, Skype, etc. pour avoir une petite rémunération aussi. Donc toutes ces choses-là, c'est pour le bien des boxeurs et ça permet aussi de les professionnaliser, voilà, montrer que oui, tu es boxeur, mais là, quand tu viens, tu vas avoir une petite rémunération. C'est un peu le modèle qu'il y a ici et c'est ce qui marche très bien. Et puis les boxeurs, derrière, ils te le rendent pas mal parce qu'ils te disent, voilà, la prochaine fois que tu as besoin de l'aide, je serai là pour toi, etc. En général, ils sont très reconnaissants. Oui, oui. Revenons donc à ton parcours, ça nous mène en mars de cette année, le combat face à Echeverria. Comment dans ta tête ça se passe ces premiers moments? Bon, tu le gagnes logiquement, hein, tu es largement supérieur. Il n'empêche que ça fait 18 mois sans boxe, il y a plein de doutes peut-être, c'est peut-être un combat un peu piégeux, tu connais pas trop ton adversaire, je crois que c'était une semaine plus tôt, tu savais pas qui c'était, c'est ça? Exactement. C'est vrai qu'après 18 mois sans boxer, on peut se poser pas mal de questions. Mais là où j'essaie de positiver, c'est que durant ces 18 mois, j'ai fait 5 ans d'entraînement. Donc je n'ai jamais arrêté. Après chaque entraînement, j'ai dû couper quoi, une semaine, 10 jours max, mais j'ai toujours continué de m'entraîner. Et donc je suis resté actif. Je suis resté actif, donc ça c'était le côté positif de la chose. Après, encore une fois, l'entraînement est toujours différent. Lorsqu'on est sur le ring, c'est autre chose, avec l'adrénaline, le stress qu'on peut avoir, la salle avec du public, etc. C'est vrai que c'est très spécial. Mais voilà, j'ai abordé le combat, j'étais confiant parce que je sais que j'avais bien travaillé. Et à partir du moment où je travaille bien à l'entraînement, que je suis bien, je ne me pose pas de questions. J'ai confiance en moi, j'ai confiance aux personnes qui sont autour de moi pour me dire, voilà, Souleymane, tu es prêt. Donc j'y suis allé, je me suis très bien senti, et, j'ai eu de très bons retours. Et j'étais très content parce que je me suis dit, enfin, parce qu'après 18 mois, c'est vrai que c'est très long. Le combat, j'y ai assisté, on a senti une vraie montée en puissance au fil des rounds. Ça s'est terminé au 7e, il me semble. Là, tu enchaînes avec les combats avec un adversaire qu'on connaît un peu mieux, qui est d'un autre calibre. Et c'est surtout un peu plus de 2 mois à peine après le précédent. C'est pas un peu tôt ou ça fait partie d'une logique de progression
Dans le contexte actuel, je veux dire. Ouais, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à penser que c'est tôt, mais je suis boxeur professionnel. Donc lorsque j'ai l'opportunité et l'occasion de boxer, je vais boxer. On ne me force pas la main, c'est vraiment moi qui ai envie de boxer. C'est un combat qui devait se faire au mois de décembre dernier, qui ne s'est malheureusement pas fait parce que voilà, par rapport à pas mal de soucis administratifs, etc. On m'a proposé le combat, je me sentais bien, j'en ai parlé à mon entourage, tout le monde était OK, donc voilà, on a accepté ce combat-là. Il y a une ceinture en jeu, c'est très important aujourd'hui pour encore monter dans les classements. Et voilà, je n'oublie pas que j'ai un objectif qui est de devenir champion du monde. Et pour ça, voilà, il faut aller chercher les ceintures, il faut boxer. Là, c'est une exposition qui est incroyable, devant 70 000 personnes. C'est un combat qui est très attendu. Et puis, je suis co-main event, donc c'est vraiment une très belle exposition. Donc, je suis allé enfin, j'y vais à 100%. Oui. Conway, c'est quel type de boxeur? Tu l'as étudié évidemment. À quoi tu t'attends? C'est ce qu'on appelle un boxeur. Un boxeur, c'est quelqu'un qui sait boxer. Il sait boxer, il est grand pour la catégorie, il est musculeux pour la catégorie. C'est quelqu'un qui est technique, qui bouge pas mal, qui est intelligent sur le ring, qui est dur au mal. C'est un boxeur qui est très confiant. Voilà, il a confiance en lui et ça fait beaucoup la différence. Voilà, c'est un bon boxeur. C'est un bon boxeur qui est en train de monter en puissance aussi. Donc c'est un très beau combat, c'est un très bon test. Et voilà, j'espère que... ciao, désolé. Oui, et puis voilà, maintenant on refuse rien. C'est un beau challenge, il y a une belle ceinture en jeu. Et je suis très content qu'il y ait une ceinture en jeu. Ma première ceinture internationale. Et voilà, je suis prêt à 100%. Alors justement, cette ceinture, elle se positionne où par rapport à la grande WBA? C'est un round dessous, deux rounds dessous? C'est un peu compliqué de déchiffrer les titres Ouais. dans la catégorie. Exactement, c'est vrai qu'en boxe anglaise, il y a plusieurs ceintures, notamment 4 ceintures majeures, donc 4 grandes fédérations. Et puis dans ces fédérations, on a des petites ceintures, voilà, intercontinentales, internationales, régulier et puis super champion. Donc il y a pas mal de ceintures. En fait, la ceinture que je vais faire, c'est la ceinture WBA intercontinentale. Ça te classe dans le top 15 mondial de cette ceinture. À partir du moment où tu es dans le top 15 mondial, tu peux faire un championnat du monde. Tu es éligible à un championnat du monde. Parce que lorsque le champion du monde défend sa ceinture face à son mandatory, donc face à son challenger officiel, il a derrière une dérogation. Donc il peut prendre un boxeur parmi le top 15. Donc ça peut aller vraiment très vite. Après, voilà, l'intérêt c'est de monter petit à petit et puis voilà, prendre le champion. Et plus on défend la ceinture, pardon, plus on monte dans les classements et plus on peut accéder à un titre mondial assez rapidement. Voilà, donc on peut imaginer, par exemple, que dans un an, Charlo, s'il est toujours détenteur des titres, puisse te proposer un combat. Ah oui, carrément, carrément, carrément. Ça peut aller vraiment très vite. Ça peut aller très vite en boxe. C'est vrai que souvent, le début, il faut une petite transition. On vient de la boxe olympique, on prend du temps, etc. Et puis derrière, la carrière s'accélère. Ça s'accélère et puis ça peut aller très vite. En un combat, tu peux passer de l'autre côté. Et puis, ouais. Donc, oui, donc ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, exactement. Donc l'objectif, parlons de Charlo justement, c'est dans la catégorie des super welter, il y a des grands noms, hein. Pacquiao, Canelo, Léonard, tu as dû grandir avec tous ces gars-là. Exact. Ça se situe où? Il y a eu des grands noms dans cette catégorie, il y a eu de très grands noms. Après, Charlo, c'est un très bon boxeur. Avant lui, il y avait Julian Williams qui avait toutes les ceintures. Julian Williams, c'est un boxeur avec qui j'ai beaucoup tourné, qui vient ici en camp d'entraînement. Il vient de perdre les ceintures il n'y a pas très longtemps. Donc aujourd'hui, lorsqu'on est en France, on regarde tous ces boxeurs-là avec des gros yeux. Oh, waouh, ils sont très forts, etc. Mais ils n'ont rien de plus que nous. Vraiment, ils n'ont rien de plus que nous. Ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Ce qu'ils ont, c'est que voilà, ils arrivent à plus boxer, ils ont un peu plus d'expérience que nous. Mais pugilistiquement parlant, honnêtement, en étant vraiment très objectif, j'ai rien à envier à ces boxeurs-là. J'ai rien à leur envier. C'est juste que voilà, ils ont un grand nom, ils ont une très belle exposition et voilà, ça fait longtemps qu'ils sont chez les pros, donc ils ont pas mal d'expérience. C'est solide. Mais aujourd'hui, si tu veux être champion, tu es obligé d'affronter les meilleurs. Il ne faut pas se mettre de barrière. Voilà, tu es boxeur, tu boxes et puis voilà, il faut avancer comme ça. Après, attention, hein, sans prétention, je sais qu'ils sont. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt encore à affronter
un charlot, je le sais, j'en ai conscience, mais d'ici très peu de temps, je n'aurai pas de problème là-dessus. En tout cas, je ne me dis pas, oh, il ne faut pas que je le rencontre. Ça, non, jamais. Non, au contraire, sinon tu ne ferais pas ça. Ah ouais, carrément. Ouais. Carrément. Et la partie mentale dans la boxe, c'est quand même primordial, même si le Pri- physique. La partie mentale, elle est super importante. Ça fait beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, arrivé à un stade, on est tous bien préparés physiquement. Les boxeurs sont plus ou moins, ils font voilà, beaucoup de travail physique, beaucoup de travail technique, tactique. Mais dans la tête, ça joue énormément. Après, je parle de la boxe, je parle aussi de tous les sports et même dans la vie de tous les jours. Mais ça joue énormément. L'aspect mental joue énormément. Et puis surtout sur le ring, tu peux le ressentir. Parce que tu sens ton adversaire lorsqu'il fléchit un peu, tu lis dans ses yeux, tu te dis voilà, là je peux accélérer, là je peux descendre. Il y a une synergie entre les deux boxeurs et on le sent sur le ring. Et c'est là où tu te dis voilà, j'impose mon rythme. Et c'est là que tu as une petite emprise mentale sur lui. Tu vas ouvrir le prochain combat de Canelo face à Sanders. Comment, petite parenthèse, comment tu le vois ce combat? Est-ce que Sanders, c'est quelqu'un qui peut embêter Canelo? Exactement, pour moi Sanders c'est un boxeur qui peut embêter Canelo. C'est un très bon boxeur. Il est chiant, il bouge bien, il a un beau coup d'œil. Et Canelo, on l'a vu plusieurs fois face à des gauchers. C'était parfois un peu compliqué, notamment le combat contre Erislandy Lara. C'était un combat très mitigé, mais Sanders, attention. Attention, c'est un très bon boxeur. Après, Canelo, aujourd'hui, c'est vrai qu'il a boxé des plus grands noms. C'est un boxeur qui a l'habitude de ces combats-là. Ça va être un beau combat. Ça va être un beau combat. Moi, j'ai envie de voir les 2-3 premiers rounds pour me situer, mais ça va être un très bon combat. Canelo, il avait dit qu'il allait prendre son temps, qu'il n'allait pas se précipiter, et il allait prendre son temps. Tandis que Billy Joe Saunders, on le connaît, hein, il est chiant. Et comme il le dit, c'est que Canelo, il n'a jamais boxé un gitan. Et en gros, ce qu'il veut dire par là, c'est que les gitans, ils ont la tête dure et en bas, ils sont solides aussi. Donc voilà. Tyson Fury en est l'incarnation. Exactement. Exactement. Samedi, ça va être une drôle d'ambiance, hein. 60-70 000 personnes. Ça va être probablement l'événement sportif qui rassemble le plus de monde dans un lieu depuis la pandémie. Comment le boxeur que tu es, avec l'adrénaline que ça suppose, entrevoit ça, et ensuite l'homme, avec tout ce que, malgré tout, le risque lié au virus, qui est quand même toujours là, même si la vaccination va bien et que le taux descend. Comment tu vois cette journée-là? Bah déjà, aujourd'hui, voilà, on est très content de boxer dans cette réunion, c'est une grande réunion, etc. Je commence à de plus en plus boxer dans les grandes réunions. J'ai fait Anthony Joshua face à Andy Ruiz à New York au Madison Square Garden. J'ai boxé il n'y a pas très longtemps pour Chocolatito contre Estrada. C'était pas aussi rempli, mais voilà, des gros événements, je commence à avoir l'habitude. Aujourd'hui, je prends ça avec un peu plus de recul. Oui, c'est vrai que c'est grandiose, mais voilà, il faut avoir du recul. Je reste concentré sur mon adversaire. Ce qui aide aussi, c'est beaucoup l'imagerie mentale, voilà, de s'imaginer un peu l'ambiance, etc., et tout ce qui va avec. Et puis aujourd'hui, je fais entre guillemets confiance aux autorités pour vraiment gérer au niveau de cette pandémie. Je sais qu'à Dallas, la plupart des mecs sont déjà, enfin la plupart des personnes sont déjà vaccinées, mais voilà, ça n'empêche rien. Nous, on est dans un bubble, donc lorsqu'on rentre à l'hôtel, on ne sort plus de l'hôtel, on est testé, et puis on ne sort plus de l'hôtel jusqu'au combat. Voilà, tout le monde en général est négatif au Covid. Et puis derrière, voilà, je reste concentré sur mon adversaire, et puis on repart tranquillement à la maison. Tu parlais de l'imagerie mentale. C'est un truc assez récent dans le sport professionnel et qui est de plus en plus fréquent. Tu as un préparateur là-dessus qui t'aide, ou c'est toi qui as appris tout seul à te préparer comme ça? Bah, quand on était en équipe de France, on en a fait un peu, et puis derrière, moi, je le fais moi-même. Vous savez, c'est vrai que c'est un peu récent, mais nous, en tant que boxeurs, lorsqu'on regarde les vidéos de notre adversaire, etc., le soir, lorsqu'on ferme les yeux, on est dans une espèce de bulle, en fait. On est dans une espèce de bulle, et on s'imagine notre adversaire en face de nous, ses points forts, ses points faibles, qu'est-ce que je dois travailler, toutes les situations que j'ai mises en place avec le coach, comment je vais les reproduire sur le ring, il est bon à ça, comment je fais. Et puis tu fermes les yeux, tu t'imagines ton adversaire en face de toi, tu t'imagines énormément de choses. Et voilà, tu dis comment tu fais pour sortir de ces choses-là. Des choses qui peuvent être parfois très compliquées. Voilà, là, tu as pris un coup, comment tu fais pour sortir de cette situation-là. Et puis voilà, tu t'imagines pas mal de bonnes choses que tu rends surtout positif. C'est ça qu'il faut oublier, qu'il ne faut pas oublier, pardon. C'est ce qu'il faut constamment se dire. Voilà, positif, penser positif. Voilà, il y a un négatif qui arrive, pouf, tu penses au positif. Pam.
Et puis derrière, tu vois, tout se passe bien en général. Deux dernières questions. L'époque est prête aussi à des retours étonnants dans la boxe. Il y a eu Tyson en novembre qui est remonté sur le ring. Je ne sais pas si tu as vu le combat, c'était tout sauf ridicule, Ouais. franchement. Exact. Ils se sont bien donnés. Ouais. Là, il y a De La Hoya qui annonce qu'il va revenir. Il y a Mayweather face à un YouTuber. Comment toi, le boxeur professionnel d'aujourd'hui, qui cherche à devenir quelqu'un dans la boxe, qui est déjà quelqu'un mais au niveau mondial, comment tu vois ça? Et, vous êtes un peu dans l'ombre par moment. Je trouve que l'exposition que tu as avec Canelo mériterait d'être plus médiatique que le retour de Mayweather. A fortiori, quand c'est un truc exhibition, ça fait pas un peu de mal à la boxe? J'ai envie de dire oui et non. Oui et non, dans le sens où aujourd'hui, c'est vrai que Floyd Mayweather, c'est quelqu'un qui a un grand nom. Que ce soit Floyd Mayweather, que ce soit Tyson, etc. Ce sont des personnes qui parfois manquent aux personnes qui sont vraiment fans de ce sport. Donc voilà, le fait qu'il fasse des exhibitions, etc., ça attire, ça fait parler. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une génération où tout évolue très 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 vite. Et moi, je sais que on va avoir ça de plus en plus. J'ai entendu que Tyson allait remonter sur le ring au mois de septembre face à Lennox Lewis. J'entends qu'énormément de champions voilà, veulent se mettre à la boxe, énormément d'autres sportifs. Ça fait entre guillemets partie du jeu. Aujourd'hui, voilà, on va faire avec ça. On voit que la boxe, elle est en train d'évoluer. Mais en tant que vrai fan de la boxe, nous, on veut voir les gros combats. On ne veut pas voir les boxeurs qui s'évitent parce que voilà, ils n'ont pas le même promoteur, ils n'ont pas la même télé, etc. On veut voilà, voir de vrais combats que voilà, de ces exhibitions qui ne sont pas, en tout cas nous en tant que boxeurs, pas très top. Après, l'exposition, elle va venir, je pense. Elle va venir petit à petit. Aujourd'hui, je ne suis pas à la recherche de ça. Ça vient tout seul à moi. C'est en étant bon sur le ring que, voilà, qu'on va beaucoup plus parler de toi, etc. Et puis, avant tout, moi, j'ai envie de dire, voilà, tant que ça parle de moi en France, je suis déjà très content. Voilà, aujourd'hui, je représente le pays au niveau international. Ça, c'est une très, très, très bonne chose. Il faut continuer à aller de l'avant et montrer que les Français, voilà, ils peuvent devenir champions en étant ailleurs, en étant dans un autre pays et ouais, bien représenter surtout ce pays. Il y a 2-3 ans, tu as fait partie d'un spectacle original de danse. Il y a 2-3 ans, non, il y a quelques mois. C'est vrai, Ouais. c'était plus récent. Ah oui, l'album est sorti il y a Ouais. plus tôt. Bon, en fait, tu as fait partie de ce spectacle, la boxeuse amoureuse. Qu'est-ce que ça fait de faire ce genre de spectacle qui est un peu différent de ce que tu proposes? Mais en revanche, il y a peut-être des points communs entre la boxe et la danse. Exactement, bah, c'était une aventure incroyable. Voilà, j'ai été contacté par la scène musicale avec Marie-Agnès Gillot qui a écrit ce spectacle. Elle est venue me voir une fois boxer. Elle était venue voir un autre boxeur. Et elle m'a vu boxer, elle a vu ma façon de bouger, etc. Elle a dit, c'est lui qu'il me faut. Et du coup, on s'est tous rencontrés avec mon promoteur de l'époque, etc. Et voilà, ils m'ont fait part de ce spectacle avec Arthur H et autres. Et c'était une aventure incroyable. C'est une aventure incroyable. Moi, ce que je veux, c'est m'ouvrir aussi. Voilà. Certes, je suis boxeur, je suis ambassadeur de mon sport, mais voilà, je veux m'ouvrir. Je veux m'ouvrir et la danse, la boxe et la danse, il y a toujours eu des spectacles, il y a toujours eu des liens entre la boxe et la danse. Et voilà, l'art, et en boxe, on parle de noble art, etc. Et c'était top parce que voilà, je me suis essayé à autre chose. Et c'était une très belle aventure. Le public nous l'a très bien rendu. Et j'avais une pression comme si je remontais sur le ring. Et la sensation après que j'avais, lorsque le public nous applaudissait, j'avais les larmes aux yeux. J'étais vraiment touché, c'était émouvant de se dire que voilà, ça fait longtemps que tu n'as pas boxé. Là, tu es dans autre chose. Mais regarde comment le public te le rend bien. Et j'étais vraiment, vraiment très ému lorsque j'ai fait ce spectacle-là. D'ailleurs, je remercie encore Marie-Agnès Gillot et Arthur H parce que ce sont de très bonnes personnes. Ils m'ont mis très à l'aise. C'était une très belle équipe et puis surtout aussi à la scène musicale parce que c'était vraiment génial. Les larmes aux yeux, ça sera pour la grande victoire? Ah bah il faut. Ça va aller en tout cas, j'en doute pas. J'ai très bien travaillé et pour moi c'est une étape à d'autres combats. Et ça va nous approcher de plus en plus de cette ceinture. Alors on se reverra vite. Sans problème, avec plaisir.